Alors tout le monde a fait son choix entre ces deux conférences palpitantes. Ici, on va reprendre deux gros mots qui ont déjà été un peu évoqués, beaucoup évoqués ce matin. CSRD et taxonomie. Se mettre en conformité dans un cadre normatif exigeant et évolutif à un horizon très proche. Donc j'espère que vous avez compris qu'on est à l'acmé du stress du directeur financier. Alors pour relaxer tout le monde, je vais appeler sur la scène des expertes, puisque c'est un plateau très féminin, vous le verrez. Tout d'abord Caroline Bailly, qui est directrice mission RSE au sein du cabinet Hendrix. Bienvenue Caroline. Constance Geste, directrice finance durable chez Orange. Et celle qu'on ne présente plus, vous avez compris, qui... de façon très maligne, porte une veste verte aujourd'hui. Tout est dans je fais du greenwashing. Détail. Valérie Réaoul-Després, qui est donc Chief Financial Officer. Non, je suis pas. Ça, c'était avant. Moi, sur mes notes, j'ai dit un titre qu'il ne faut pas usurper. Oui, mais il y a un problème de mise à jour. Non, je suis la directrice de la finance aujourd'hui. Je suis depuis le début de l'année. Je suis la directrice de la finance durable et des achats du groupe, et je me concentre, après 15 ans de direction financière, je dirais classique, à accompagner la stratégie RSE du groupe Dassault Systèmes, et je suis présidente, comme vous l'avez compris, du groupe RSE de la DFCG. Donc, un petit peu de pub à nouveau pour le groupe RSE de la DFCG, on l'a compris, ils recrutent, ils ont beaucoup de travail et ils ont besoin de bras. Je ne serai pas aussi bonne que Sébastien Frein. Alors moi je fais aussi un petit peu de pub, donc au-delà de mon rôle de directeur administratif et financier chez Audentiel, je suis membre de la DFCG et j'ai la grande chance de participer à la revue Finance et Gestion que vous avez, j'imagine, tous reçu hier de façon très astucieuse. Ce numéro du mois de novembre-décembre est exactement le thème, autour du thème qui nous occupe pendant cette journée de Financium. Directeur financier, carrière, tremplin, les grands enjeux du directeur financier. Donc c'est le magazine de la DFCG, 6 numéros par an. Ça vous permet d'être toujours à jour de tout ce qui traverse notre métier, qu'on soit directeur financier, contrôleur de gestion. Nous aussi, on est heureux d'accueillir des nouveaux membres dans le comité éditorial qui, au-delà d'être constitué d'experts très pertinents, est aussi un groupe hyper sympathique. Donc si vous aimez les chiffres, mais aussi les lettres, rejoignez-nous et lisez-nous à défaut. Alors, merci. Alors, je reprends ce thème, CSRD et taxonomie, se mettre en conformité dans un cadre normatif exigeant et évolutif à un horizon très proche. On va y arriver. Alors, c'est un sujet, un titre très touffu, pour un sujet très touffu et dans un cadre très contraint. Comment va-t-on faire pour prendre cet exercice par le bon bout? Parce qu'on a compris qu'on était un peu contraint. Et est-ce que c'est seulement un exercice de mise en conformité? Alors on a été un petit peu spoilé tout à l'heure par la conférence, mais bon, en fait non, parce qu'on a entendu tout à l'heure Anne Frisch nous dire que c'était un bing bang, et c'était effectivement un bing bang. Donc on n'a pas peur d'y revenir un certain nombre de fois. Cette table ronde, à la différence des précédentes, on consacre du temps pour les questions, pour vos questions à la salle. On espère qu'on va y arriver parce qu'on a beaucoup de choses à partager. Mais on réservera 10 minutes à la fin pour partager, pour entendre et répondre à vos questions. Alors, tout le monde est assis, je vais faire pareil en fait.
Peut-être rapidement, alors on en a parlé tout à l'heure, mais c'est important de reposer les choses dans leur contexte. Rappelons d'où nous vient cette réglementation CSRD et très brièvement aussi, mais c'est important, en quoi elle consiste. Valérie, peut-être. Oui, on l'a d'abord évoqué, et c'est important de savoir quelle est la genèse, parce que des réglementations, en tant que financier, on en a appliqué, des IFRS et des vagues d'IFRS et autres plaisirs de comptabilité. Ça vient du Green Deal. Anne Frisch l'a évoqué tout à l'heure. Le Green Deal, c'est un grand plan stratégique, notamment de décarbonation. Alors on sait que la RSE, c'est plus que le carbone, mais la dimension climat est clé. Qui a été défini par la Commission européenne en 2017 et qui a fixé des objectifs extrêmement ambitieux avec 2 plans, notamment le Fit 55, qui est en fait la réduction de 55% des émissions carbone de l'économie européenne, enfin de l'Union européenne, d'ici 2030, et la neutralité carbone ensuite pour 2050. Alors on peut se dire que c'est des horizons très très lointains. Les horizons du climat sont à la fois proches et lointains, et la transformation d'une économie se fait évidemment sur des temps longs. Donc ça, c'est vraiment important, sans parler de temps très, très long et de venir à la spécificité technique de la taxonomie ou de la CSRD. On va être plutôt CSRD aujourd'hui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce plan stratégique a commencer d'abord à mettre une certaine pression sur le monde du financement, parce qu'il n'y a pas de transformation d'économie sans financement d'investissement. Je crois que c'est le président du MEDEF ce matin qui parlait de 40 milliards d'euros d'investissement annuel à faire pour transformer notre économie française. Donc vous imaginez les enjeux. Et donc il faut trouver des financeurs. Tout ça ne peut pas être que de l'argent public, c'est l'économie qui doit se transformer. Et donc les premières réglementations, c'est la SFDR qui a été imposée en fait aux investisseurs et à nos banquiers. Et aujourd'hui, sans parler de CSRD, vous avez des banquiers qui commencent à vous demander des critères RSE pour vous donner une ligne de crédit, même des facilities, des lignes de crédit assez classiques. Et évidemment, ceux qui sont cotés sont particulièrement questionnés, interrogés par leurs parties prenantes et par les investisseurs, ce qui est le cas de groupes comme Orange ou Dassault Systèmes. Donc voilà, on est à ce moment-là. Et en fait, depuis 3-4 ans, ce sujet émerge et la Commission a décidé qu'il y avait quand même un petit problème, c'est qu'à la fois les investisseurs commençaient à mettre par exemple des fonds d'investissement ISR avec des labels qui étaient tous plus verts et socialement responsables que les autres, et on s'est aperçu qu'il y avait quand même beaucoup de greenwashing sur cette présentation des fonds, que ce soit assurantiels ou d'investissement classiques, et par ailleurs que la communication des entreprises foisonnait d'objectifs, de critères, d'indicateurs, de messages qui étaient quand même parfois très très douteux. Et donc on a décidé, la Commission européenne a demandé à l'EFRAG de travailler sur un référentiel de reporting qui allait normer pour assurer une transparence et une comparabilité des indicateurs de performance extra-financière sur les 3 piliers que sont le E, le S et le G. Merci beaucoup Valérie. Alors cette genèse rappelée, Caroline, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi consiste justement cette réglementation ? Oui, bonjour à tous. Donc cette réglementation, la CSRD, nécessite ou impose, je dirais, aux entreprises de publier un rapport de durabilité. Qu'est-ce qu'un rapport de durabilité ? C'est un rapport qui fait état de la performance de l'entreprise sur les 3 piliers ESG, donc l'environnement, le social et la gouvernance. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher à avoir en termes de performance ? On va essayer de comprendre dans ce rapport-là, on va avoir une vision de l'ensemble des politiques que l'entreprise va mettre en place, les actions également, ainsi que les indicateurs qu'elle va mettre en place pour piloter justement sa performance sur ces 3 piliers, avec, je dirais, 2 perspectives. Une première perspective finalement assez classique dans le monde financier, qui est une analyse de risque, qui est par rapport aujourd'hui à l'ensemble des événements climatiques qui se précipitent, qui sont de plus en plus violents. L'entreprise doit se mettre en réflexion justement sur
quels sont les effets de ces changements de son écosystème sur les résultats de l'entreprise, sur son modèle économique, sur sa trésorerie, sur l'évolution de ses affaires globalement, et avec une deuxième dimension également, qui est une dimension de l'impact. Et donc l'entreprise doit aussi se mettre en réflexion sur quels sont les impacts de son modèle économique, de ses activités, mais pas seulement, mais aussi de sa chaîne de valeur, amont et aval, sur l'ensemble de son écosystème. Et quand on parle d'écosystème, on est vraiment sur la partie environnementale et la partie sociale, donc ses employés et puis également les travailleurs de sa chaîne de valeur, je dirais en cascade. Donc ça, c'est ce qu'on va retrouver dans le rapport de durabilité. Donc je dirais très classiquement, plan d'action, indicateur, mais par contre avec deux visions qui vont se compléter. Là où la CSRD est aussi assez différente par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est un rapport qui va faire à la fois une photo de ce qu'a fait l'entreprise, qu'elle a fait l'année passée, mais c'est surtout que l'entreprise doit se mettre en projection. Elle doit dire aussi où est-ce qu'elle veut aller. Donc, à elle de définir justement des trajectoires par rapport à l'impact qu'elle veut avoir. L'idée, c'est justement de réduire l'impact sur son écosystème. Alors, on va parler effectivement concrètement d'émissions de gaz à effet de serre. On va parler potentiellement effectivement des prélèvements en eau suivant son modèle d'activité. Donc il y a un certain nombre de choses sur lesquelles l'entreprise va devoir se projeter. Et puis bien entendu se projeter aussi par rapport à son plan de transition. Comment elle va transitionner s'adapter par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre environnement. Le dernier point que je voudrais soulever, c'est qu'effectivement, et comme Valérie l'a dit, c'est un exercice qui va aussi permettre que les entreprises soient comparables entre elles. Et ça, c'est un point très important. Et par rapport aux autres réglementations que nous avons aujourd'hui, typiquement la DPEF, on est sur une réglementation beaucoup plus prescriptive, dans lequel il y a un certain nombre d'exigences, des exigences de thématiques à traiter. Donc l'entreprise, en tout cas, doit réfléchir à ces thématiques et décider si elle, en fonction de son analyse de sa chaîne de valeur et de son modèle économique, si elle doit les traiter ou non. Et puis aussi sur des exigences concrètes, sur des indicateurs sur lesquels elle va divulguer. Donc c'est des thématiques et puis ensuite des exigences sur la manière dont elle va divulguer l'information, justement pour avoir cette capacité, que l'ensemble des lecteurs ait la capacité de pouvoir comparer et comprendre la même chose, qu'on sorte aussi des grands récits et des engagements, mais qu'on soit sur des éléments concrets. Merci beaucoup. Alors, vous avez beaucoup évoqué l'entreprise, les échéances, mais alors concrètement, quelles entreprises et quand, Constance ? Alors, si vous êtes concernés les premiers, normalement, vous le savez déjà et vous êtes à fond déjà sur le sujet. Très concrètement, donc les premières entreprises concernées sont celles qui étaient déjà soumises à la NFRD, donc qui ne part pas de rien, qui sont les entreprises cotées, les EIP de plus de 500 salariés. Et donc là, le délai d'application, c'est sur les données 2024 avec nos publications, au moment de nos publications annuelles, donc en début 2025. Donc c'est vraiment très tôt. Ensuite, on a une deuxième vague qui arrive et qui est beaucoup plus large avec toutes les entreprises qui répondent à 2 des 3 critères suivants, donc plus de 250 salariés, plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et plus de 25 millions d'euros de bilan. Concrètement, c'est à peu près 50 000 entreprises en fait qui progressivement vont être concernées donc par cette CSRD. Et puis on a une vague encore après sur les PME cotées qui ne répondaient pas encore à ces seuils. Et puis spécificité aussi, il y a une notion d'extraterritorialité. Et donc les entreprises non européennes qui ont des filiales implantées en Europe qui font plus de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires seront aussi plus tard soumises à la CSRD. Donc c'est vraiment un champ d'application qui est large. Alors ça, c'est sur la réponse sur les délais dans le temps. Et puis après, on a concrètement sur les informations, quelles sont les informations à publier à quel moment. Et donc là, c'est important de regarder aussi dans le détail, puisqu'en fait, il y a des mesures de progressivité sur les informations à publier. Tout n'est pas obligatoire dès la première année. Et donc ça permet de se rassurer un peu aussi sur l'ampleur de ce qui est à faire, parce que la marche est quand même très importante. Il y a des mesures de progressivité de 1 à 3 ans sur certains éléments. Merci beaucoup. Alors, vous, Valérie, chez Dassault Systèmes ou Constance chez Orange, vous représentez plutôt les grands groupes, donc vous travaillez ce sujet déjà depuis un certain nombre de mois, si ce n'est d'années.
Donc vous nous ouvrez le chemin et nous vous en remercions par avance. Alors, vous avez donc initié ces démarches. D'abord, rassurez-nous, comment procéder, par où commencer? Alors, déjà, premier point, la CSRD, c'est pas une obligation de faire, c'est une obligation de dire ce qu'on fait. Donc, si on n'a pas d'objectif ou si on n'a pas encore de plan d'action, de politique, c'est pas grave. En revanche, évidemment, avec l'effet, ce qui est vraiment attendu par la CSRD, c'est de se mettre en mouvement et d'être capable de montrer que progressivement, on va réussir à mettre en place les stratégies, les politiques, les plans d'action et puis les objectifs et mesures associés. Donc ça, c'est le premier point. Si on réfléchit à la façon de s'organiser pour prendre ce sujet, il y a un point qui est important, je dirais les 3 premières étapes, c'est tout ce qui est sensibilisation, pédagogie. Il y a énormément besoin de partage en interne au sein de l'entreprise et vraiment à tous les niveaux de l'entreprise, donc auprès de toutes les instances dirigeantes, des conseils, mais également de toutes les équipes qui concrètement vont avoir à mettre en œuvre. Donc ça, c'est première étape, sensibilisation. Le deuxième point, c'est l'analyse de double matérialité, et je vais détailler un petit peu ce point après. Et troisième point, c'est faire une analyse d'écart par rapport à ce qu'on publie déjà aujourd'hui, quand on publie déjà quelque chose. Alors, la double matérialité, c'est vraiment la pierre angulaire de la CSRD. Elle nous permet de déterminer les informations sur lesquelles on va devoir communiquer obligatoirement. Donc c'est vraiment l'exercice indispensable par lequel on doit commencer. Mais au-delà de ça, c'est vraiment un exercice important parce que ça nous permet de regarder en fait l'ensemble de nos enjeux ESG avec une double lecture. Donc l'analyse d'impact et puis la matérialité d'impact et la matérialité financière. Et donc concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est on regarde les enjeux ESG, on regarde la façon dont l'entreprise impacte l'environnement et les populations. Et puis dans l'autre sens, on regarde la façon dont le climat ou les différents enjeux ESG impactent les risques et opportunités de l'entreprise. Ça, c'est la matérialité financière. Alors pour faire tout ça, pour faire cette analyse, on ne part pas de rien, donc c'est aussi une façon de se rassurer. On a des listes de sujets qui sont cités par les normes qu'on peut regarder. On a des cartographies des risques en général qu'on a déjà en interne. On a des dialogues parties prenantes. Et puis on a des référentiels. Et des référentiels, par exemple les référentiels SASB, c'est déjà une très bonne étape pour commencer et pour s'approprier le sujet. Et quand on regarde ce sujet de la double matérialité, finalement, ce qui est important, c'est qu'il faut le voir aussi comme un guide pour se poser les bonnes questions. Et donc, en ça, c'est très positif, en fait, et très constructif pour les dialogues au sein de l'entreprise. Se poser les bonnes questions quand on regarde chacun des enjeux. Est-ce qu'on a déjà identifié des politiques, des plans d'action, des objectifs? Et si on n'en a pas, comment peut-on s'en donner et comment peut-on les déployer dans l'entreprise et puis après, comment peut-on du coup expliquer dans notre reporting ce qu'on va faire et à quel objectif on sera en mesure d'avoir ces éléments. Et donc, c'est vraiment un travail qui est très transverse avec les équipes RSE, les équipes finance, les équipes RH et les opérationnels. Et il faut le voir aussi comme une chance de sortir de nos silos. Alors, justement, je me tourne vers Valérie. Un exercice collectif, mais quel rôle spécifique y joue la direction financière? Alors, il y a le mariage d'amour ou de raison qu'on a évoqué ce matin dans une des tables rondes. Il est réellement de raison aujourd'hui. Il n'y a pas de possibilité où ce serait difficile pour une équipe de développement durable, à moins qu'elle soit vraiment très bien structurée depuis des années. Et il y a des groupes comme ça, mais c'est quand même pas la majorité. Quand on parle de 50 000 entreprises européennes qui vont devoir s'approprier ces reportings, clairement beaucoup, et c'est le cas pour la France, on est sur la France, on doit être sur 6 000 entreprises. Quand on compte le nombre de CSO ou de directeurs de développement durable de ces sociétés, il y en a quand même très très peu et encore moins de responsables de finances durables comme Constance et moi avons la chance de l'être pour nos grands groupes. Donc il y a à un moment donné, ces sujets sont des sujets de stratégie comme on l'a mis. La norme nous propose 10 grandes thématiques sur le E5, sur l'environnement 4 et 2. 4 sur le social et 2 sur la partie gouvernance, 1 sur la partie gouvernance. Il faut savoir que tous les sujets qui nous sont posés sont des sujets de business.
Donc il n'y a pas, contrairement à l'IFRS 15, 16, où on n'a pas besoin d'être d'un technicien de la finance pour comprendre. Alors est-ce qu'on a besoin d'être un technicien RSE? Il faut un vernis. Donc il faut rentrer dedans. Il faut se former à un certain nombre de sujets. Ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une stratégie RSE, il faut faire une fresque RSE avec la DFCG ou avec quelqu'un d'autre, mais il faut commencer à lire et à regarder. Si vous commencez par la norme, 330 pages, en effet, ça va vous faire un choc et surtout, vous n'allez pas comprendre le langage technocratique européen, que j'aime certains soirs, mais qui peuvent être un peu déconcertants à la première lecture. Donc, il faut vraiment prendre un temps de recul. Par contre, quand on va rentrer dans la pratique, de quoi on parle? On parle d'analyse de risque, et ça, les financiers savent faire. On parle d'impact, de matérialité financière et d'impact tout court sur les thématiques, les impacts financiers de ces risques ou la mesure ou la valorisation des opportunités que peuvent générer ces réflexions, c'est notre job. Donc, en tant que financier, on va faire ces travaux d'évaluation. Et on parle quand même, alors les grands groupes, je crois que c'est Frédéric Médard qui disait qu'il publiait 150 indicateurs. Un groupe comme Dassault Systèmes, aujourd'hui, sa DPEF comprend à peu près une centaine d'indicateurs. On a fait les analyses des cas et nos analyses de matérialité. Probablement l'année prochaine, on sera entre 150 et 160 indicateurs avec des objectifs. Et évidemment, si vous donnez des objectifs, vous allez mesurer les progrès sur ces trajectoires. Donc, vous allez devoir faire des prévisions. On ne va pas fixer d'objectifs sans prévision, quoique dans la RSE, on fixe les objectifs du genre neutralité carbone en 2040 et 2050, et après, on se pose la question de comment on va y arriver. Et ceux qui se stressent à l'idée de comment on va y arriver, en fait, c'est les financiers. Et puis après, vous avez le système d'information, puisqu'il y a beaucoup de collecte de données. Et là, on a la culture de la donnée, du data model, de la code collect. Et puis, on va y venir. On a des sujets après d'audit et de fiabilité de cette donnée, parce que la transparence, c'est dire à peu près la même chose, enfin en tout cas dans le même format et avec les mêmes définitions, et après se faire vérifier que ce qu'on dit est juste et fiable. En effet, Caroline, quelles conséquences cela a-t-il sur les directions financières ? Alors Valérie l'a très bien exprimé. Effectivement, les directions financières aujourd'hui ont un savoir-faire sur la maîtrise effectivement de la donnée et les directions financières sont vraiment bien placées pour amener les indicateurs ESG au même niveau de fiabilité, de robustesse que ce que nous avons aujourd'hui au niveau financier. Donc toute leur expertise sur la partie de co-construire avec les équipes développement durable ou les équipes opérationnelles des référentiels de données, fiabiliser la donnée, contrôler la source de données, comment la consolider, ça c'est une expertise qui est bien maîtrisée au niveau financier, qui peut l'être moins effectivement au niveau des équipes de développement durable. Donc ça, c'est un point qui est très important. C'est d'autant plus important que l'audit de ce rapport de durabilité va être donc obligatoire, annuel. Alors, effectivement, le rapport de durabilité s'insère dans le rapport de gestion. Et à ce titre-là, il va être audité. Alors, pas forcément que par les CAC. Aujourd'hui, demain, je dirais, le marché en fait de l'audit va s'ouvrir à d'autres professions. Aujourd'hui, on a les commissaires aux comptes et nous avons aussi les organismes tiers indépendants. Le marché va s'ouvrir aussi à d'autres typologies d'acteurs. Néanmoins, ce qui est important, c'est que on va partir. Ça sera un audit pour démarrer jusqu'en 2028 d'assurance limitée, et puis on passera sur une assurance raisonnable. Donc, ce qui veut dire que on va petit à petit, effectivement, avoir une demande en fait sur la fiabilisation de données qui va être de plus en plus importante. Donc ça, c'est un point qui est effectivement très important. C'est pour ça qu'il faut quand même assez rapidement se soucier de faire ces analyses des cas, de savoir de ce qu'on maîtrise aujourd'hui, ce qu'on a déjà, et puis les autres éléments sur lesquels travailler, de manière à avoir des processus d'audit, des pistes d'audit qui soient fiables et être prêts pour être audités. Tout ça, ça paraît effectivement une montagne. On a effectivement beaucoup de thématiques, beaucoup d'exigences, plus de 1100 points de données, etc. Donc ça paraît une grosse montagne. Néanmoins, le message quand même à passer, c'est n'ayez pas peur, il faut y aller, on n'a pas le choix. Néanmoins, il faut voir cet exercice comme un exercice d'amélioration continue.
Si je prends la DPEF aujourd'hui, la DPEF, les entreprises l'ont fait évoluer chaque année de manière itérative. On ne peut pas tout faire du premier coup. Et ça, la CSRD, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, c'est prévu aussi comme ça. Constance l'a évoqué. Il y a des points de progression suivant le type d'entreprise, suivant le sujet qui va être traité. On ne va pas forcément être obligé de tout amener la première année dans le rapport de durabilité. Donc, il y a vraiment une progressivité et il faut vraiment considérer effectivement cela comme un processus itératif, alors qu'il faudra piloter comme tel, en se disant on commence là-dessus, là c'est pas très fiable, et on va progresser pour améliorer la qualité de la donnée. Mais voilà, c'est un exercice quand même de long terme. Et la progressivité aussi de l'assurance en audit permettra aussi aux entreprises de s'adapter au fil de l'eau. Merci. Le G, on ne l'a pas tellement évoqué jusque maintenant. Il a évidemment sa pleine part dans la performance ESG. Et justement, comment la CSRD aussi impacte la gouvernance, ou comment la gouvernance peut-elle impacter le déploiement de la CSRD ? Alors, je vois 2 points derrière cette question de la gouvernance. Il y a l'organisation interne que l'entreprise met en place en fait pour répondre à l'exigence de la CSRD, et puis il y a les nouveaux rôles et responsabilités du conseil et des équipes dirigeantes autour de ce rapport de durabilité. Sur le premier point, sur l'organisation interne, je pense que ce qui est important, c'est de se dire qu'il faut qu'on arrive à... Enfin, c'est forcément des sujets qui sont copilotés ou copartagés, Valérie l'a un peu évoqué, entre les équipes RSE, finance, mais pas que. Il y a une énorme responsabilité pour les équipes RH également sur toutes les données S, pour les équipes stratégie, puisqu'on nous demande vraiment de faire le lien entre notre stratégie, notre modèle d'affaires et puis les enjeux ESG et évidemment les opérations, puisque tout se joue vraiment dans les opérations, les leviers sont bien là. Donc là, le premier point, c'est vraiment de se dire finalement où sont les meilleures expertises pour traiter ce sujet. Nous, on a réfléchi chez Orange, pour donner un exemple, on est parti sur un projet qui est copiloté, donc la mise en œuvre de la CSRD, un projet copiloté par les équipes RSE et finance, mais en se disant à chaque étape du projet, qui a la meilleure expertise. Et par exemple, pour lancer l'analyse de double matérialité, ça nous paraissait plus pertinent que ça soit l'équipe RSE qui le lance, évidemment en associant les autres. En revanche, quand on est passé après à l'analyse d'écart, là, on a vu tout le rôle des équipes normes chez nous, et donc on est passé plutôt sur un sujet piloté par l'équipe finance. Voilà. Donc à chaque fois, se dire finalement qui est le meilleur expert sur chaque sujet, et on va avoir le même questionnement sur comment on traite les données quantitatives. Là, on voit, comme Valérie l'a expliqué aussi tout à l'heure, un rôle important pour la finance, puisqu'on est habitué à traiter de la donnée quantitative, à la fiabiliser, à la normaliser et puis à la remonter dans des outils et à l'analyser. En revanche, sur la partie qualitative, on est peut-être un peu moins expert des sujets, et d'ailleurs il faut qu'on se forme sur les sujets, mais on sera jamais aussi bon que les porteurs de chacun des domaines environnement, social et gouvernance. Donc ça, c'est sur l'organisation interne. Et puis après, il y a un nouveau rôle pour nos équipes dirigeantes et le conseil d'administration sur la supervision de ce rapport de durabilité. Et en fait, c'est absolument clé de bien partager avec eux, de les former et d'attirer leur attention sur les enjeux de ce reporting. Comme je le disais tout à l'heure, ce qui est vraiment attendu, c'est de réussir à faire le lien entre stratégie, modèle d'affaires et nos enjeux. Donc on voit bien que c'est un sujet de transformation pour l'entreprise et un enjeu de pérennité, un enjeu de résilience. Et donc à ce titre-là, c'est vraiment un rôle important pour les conseils et les comités d'audit. Merci beaucoup. Donc un sujet très transversal, un sujet qui impacte l'intégralité en fait des acteurs et de la gouvernance de l'entreprise. Ça fait bouger les lignes, assurément, si tout le monde est embarqué, et c'est une nouvelle dimension que se trouve l'entreprise et ses équipes. Donc c'est pas juste un exercice de mise en conformité, si j'ai bien compris, Valérie. Oui, c'est vraiment important, et le sujet de la gouvernance et de l'implication des dirigeants. Alors, quand on est groupe coté, on a une gouvernance qui est assez costaud. On a un conseil d'administration, des sous-comités, le comité d'audit. C'est le comité d'audit qui sera le sous-comité en charge d'auditer la qualité
du rapport de durabilité. On a d'autres comités éventuellement qui peuvent être des comités RSE au sein de ces conseils, mais c'est pas la majorité des sociétés qu'on a là dans l'association. Et donc, ne vous faites pas piéger si à un moment donné votre DG vous dit bon, il y a un reporting à la con, si je puis m'exprimer ainsi, c'est toi qui t'en charges. Non, c'est vrai, là il faut vraiment se battre et on essaiera de vous donner quelques arguments et quelques outils. C'est un sujet de stratégie. Ce matin, on a évoqué, plusieurs personnes ont évoqué le sujet des risques, de la résilience, mais aussi des opportunités. Quand on se dit que que, par exemple, sur la partie Carrefour, que X% de leur chiffre d'affaires était fait sur la donnée, au début, c'était simplement gérer mes opérations et l'optimiser, et ils ont créé des opportunités. Alors, elle n'est pas forcément RSE, celle-là, ou en tout cas, elle comporte un risque RSE en cas de fuite. Mais ce qu'il faut, c'est regarder il y a 35 thématiques, hein. Il y a 10 standards thématiques, il y a 10 grands sujets, mais en fait, après, on vous guide sur 35 sujets. Vous allez très très vite avec votre direction générale, votre CODIR, avec vos collègues, que ce soit celui responsable industriel, responsable qualité, commercial, marketing, il y a les fonctions clés régaliennes. Il faut s'asseoir et faire un exercice de qu'est-ce qui est clé pour nous. Alors vous allez peut-être oublier des choses, parce que la spécificité de la CSRD, elle vous force à regarder vos opérations, mais aussi ce que font vos fournisseurs ou comment l'usage de vos produits chez vos clients peut générer d'autres impacts. Donc c'est vrai que là, il y a une subtilité, et ça, il faut rentrer dans cette thématique. Ça prend un peu de temps. Mais commencez d'abord par vos opérations, la spécificité sectorielle, et faites réfléchir en comité de direction. Formez-les à la RSE ou à la fresque climat au moins, parce que le carbone, c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas encore maîtrisé par tout le monde, bien que. Et puis commencer à discuter où sont mes risques, est-ce que je dois investir, là c'est pas génial, non mais là on a une opportunité, ou là on a une fragilité, quelles sont les idées pour créer un nouveau business, modèle d'affaires. Et Constance, vous évoquiez la double matérialité tout à l'heure. Est-ce qu'on peut revenir peut-être, parce que en lien avec la dimension stratégique pour l'entreprise? Oui, tout à fait. Donc l'analyse de double matérialité, on l'a dit, hein, c'est vraiment la pierre angulaire et l'élément clé, et vraiment un guide pour se poser des bonnes questions. Valérie, tu l'as évoqué à l'instant, le fait de devoir prendre en compte également notre chaîne de valeur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Il faut vraiment raisonner en regardant l'ensemble de notre écosystème et se poser les bonnes questions sur les impacts, risques et opportunités, en allant capter aussi notre chaîne de valeur avec des horizons temporels qui sont divers, puisqu'on nous demande de réfléchir à court terme, moyen terme et long terme. Évidemment, c'est pas simple de tout faire. Donc pareil, là, je pense qu'il y a un sujet de progressivité, hein. Il faut prendre le sujet en se disant, je pars déjà de l'existant d'un premier niveau de questionnement sur le court terme, et puis après j'étends, etc. Et cette analyse de double matérialité, elle est aussi absolument clé dans la façon dont on va se comparer avec les autres. En fait, si on a considéré qu'un sujet était matériel ou pas matériel, et que tous les autres pairs de nos secteurs, si on s'est dit un sujet pas matériel et qu'on voit qu'il est matériel pour tout le reste du secteur, évidemment ça nous forcera à nous poser des questions et ça accélérera notre transformation également. Donc c'est très vertueux. Et peut-être une dernière question avant de passer la parole pour des questions éventuelles de la salle. Caroline, au-delà de tout ça, de cet exercice-là, vers quoi va-t-on ? Alors, en 2 décennies, grosso modo, on est passé d'un univers qui était purement financier, hein, par rapport à ce qu'on publiait, je dirais, à l'extérieur, à un univers où la RSE et le financier ont commencé à se côtoyer. La CSRD accélère vraiment cela, puisque là, on n'est plus seulement à se côtoyer, on doit travailler ensemble déjà au niveau des équipes. Là, je crois que le message est bien passé. Mais également, on ne peut pas faire dans le rapport de durabilité, les informations se complètent. Donc elles doivent être en cohérence, et ça c'est vraiment un point qui est très important. Donc on a une accélération justement par rapport à ça. Pour moi c'est une étape qu'on passe pour aller vers une notion de performance globale. Donc on a un certain nombre de scientifiques, de personnes aujourd'hui qui
qui évoque ces sujets-là de performance globale, où l'entreprise serait pilotée justement non plus seulement avec d'un côté la finance et d'un autre côté avec des indicateurs ESG, mais piloterait avec un tableau de bord qui reprenne l'ensemble effectivement de ces informations pour prendre des décisions éclairées sur la totalité des sujets. Donc je pense que c'est vraiment un pas vers lequel on va. Et puis, ce qui est positif aussi pour moi, alors chez Hendrix, on déploie des modèles de comptabilité intégrée, particulièrement le modèle CARE, depuis un certain nombre d'années, en partenariat avec AgroParisTech et puis Paris Dauphine. Et c'est un pas de plus, du coup, pour amener les entreprises justement vers ces comptabilités intégrées. La CSRD va permettre de se poser les mêmes questions que ce qu'on se pose aujourd'hui quand on met en place des comptabilités intégrées. Et de cette vision effectivement de rendre visibles des éléments qui sont aujourd'hui invisibles quand on traite le social ou l'environnemental, rendre visibles ces éléments-là demain dans des bilans et des comptes de résultats. Donc pour moi c'est effectivement extrêmement positif. Maintenant voilà, c'est un chemin à prendre et nous n'en sommes qu'au début. Merci beaucoup à toutes les trois de nous ouvrir le chemin. Je pense que tout le monde a compris qu'il était temps de prendre son sac à dos, si ce n'est pas encore fait, et de se mettre en route dans ce processus. Je veux bien passer le micro à la salle si vous avez des questions sur le cadre, la mise en application pratique, des exemples. Oui, à ma droite. Si vous avez une grosse voix... Ah non. C'est bon, j'ai un micro. Merci beaucoup, c'était très clair. Déjà, à titre personnel, ça me fait sourire de voir que quand ça devient technique, c'est les femmes qui prennent la parole. Vous avez bien parlé tout à l'heure, c'était super intéressant, de comment les départements vont se parler pour la mise en place de la CSRD. Moi, ce que j'ai compris de la norme, c'est qu'il y avait ensuite des plans d'action très concrets à mettre en œuvre. Est-ce que vous avez déjà déterminé qui va être responsable de la mise en œuvre de ces plans d'action? Comment vous allez piloter ça ensuite? Alors, en effet, dans l'approche, la CSRD nous guide quand même. Il y a 5 étapes. La première, c'est cette fameuse étape de la double matérialité. On insiste dessus parce que la rater, ça serait rater le sujet stratégique de l'exercice. Donc, on a beaucoup insisté. Ensuite, une fois que vous avez identifié les sujets dits matériels, puisqu'il faut vraiment aller sur ces sujets-là, d'abord l'important, vous allez devoir définir une stratégie sur ces sujets-là. Ensuite, une fois qu'on a une stratégie, on décline ça dans des politiques. Donc là, il va falloir discuter avec la direction générale sur le numérique responsable, c'est quoi notre politique de numérique responsable? Sur ma stratégie immobilière, quand on est un groupe de services et qu'on n'a pas d'usine, c'est quoi ma politique? Alors, on a des éléments aujourd'hui, évidemment, les opérationnels, mais la CSRD nous dit non, attendez, vous avez d'abord une stratégie, vous définissez une politique pour savoir si la politique, une fois qu'elle sera déployée, ça ne veut pas dire qu'elle est mise en place tout de suite, mais qu'il faut la déployer dans votre pays ou dans les pays auxquels vous opérez. Et ensuite, une fois qu'on a une stratégie, une politique et des objectifs, vous déclinez ça en plan d'action. Et pour revenir à votre question, c'est les opérationnels qui doivent se saisir du sujet. C'est-à-dire que quand on est contrôleur de gestion et qu'on va voir la direction commerciale ou la direction industrielle, on est là pour venir éclairer avec nos indicateurs ou le cadre budgétaire qui a été fait, et puis on discute, et puis voilà, t'es en dépassement, t'es pas en dépassement, qu'est-ce que tu prévois pour l'année prochaine? Et puis on aide à réfléchir parce qu'on connaît les leviers du business. On connaît un certain nombre de leviers du business. Là, en fait, ça va être exactement la même chose. Donc, la finance avec la RSE. La RSE va venir à donner l'expertise pour dire si on veut être numérique responsable, il faut faire ça. Voilà, ça, c'est les bonnes politiques. Donc, on va commencer à regarder les politiques des meilleurs players, des meilleurs joueurs. Et il y a quand même des gens qui ont beaucoup réfléchi. Notamment, il y a beaucoup de scientifiques qui ont réfléchi à ces sujets-là. Donc, les politiques, on va les s'inspirer des meilleures pratiques. Et ensuite, par contre, les plans d'action, vous avez bien un opérationnel qui est responsable de l'environnement pour des usines qui ont des sujets environnementaux, ou si vous êtes dans l'événementiel, est-ce que vous avez une politique de net zéro événement ou pas? Et puis je peux décliner un infini de sujets.
plan d'action, c'est les opérations. Ne restons pas entre experts financiers durables ou pas et RSE qui sont pour le coup vraiment des experts des sujets. Là, il faut rentrer dans l'action et le seul moyen de transformer un business model ou ses opérations et ses process, c'est de le faire avec les opérationnels. Et ça, c'est assez génial parce que c'est là où... Et puis après, après les actions, il y a la mesure. Et les mesures, c'est les indicateurs. Et puis là, les financiers reviennent puisqu'on sait traiter le chiffre et la donnée. Merci. En effet, Constance le disait tout à l'heure, un sujet éminemment transversal, y compris dans son déploiement. Donc, y a-t-il une autre question? Oui. Oui. Alors moi, je suis directrice. Alors je pense que j'ai échangé avec pas mal de confrères. Je suis directrice financière dans une PME. On est 260. Je fais beaucoup de choses. En ce moment, je remplace ma responsable RH, je fais de la saisie de factures fournisseurs parce que je viens de licencier quelqu'un, j'arrive pas à embaucher. Donc tous ces beaux projets sont passionnants, mais je suis comme beaucoup de personnes, j'ai pas beaucoup de temps. Et vous n'avez à aucun moment vous avez parlé de la possibilité de prendre un conseil. Moi, en fait, ma problématique, c'est que je peux pas partir d'une page blanche. J'ai pas le temps Alors, ok, je vais me former. Ok, il faut que je forme mon comité de direction parce que moi, mon comité de direction, ce sont des chefs d'agence, ce sont des commerciaux. Donc, eux, c'est le chiffre d'affaires, éventuellement la marge parce qu'ils sont payés là-dessus. Donc, c'est clair qu'il va falloir que je me forme avec mon comité de direction, mais moi, je peux pas partir d'une page blanche. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide à définir un périmètre. À aucun moment, vous parlez de cet aspect-là. On a l'impression que vous avez tout fait en interne. Alors, je vous dis chapeau, parce que là, moi, je ne sais pas par quel vous le prendre. Non, mais vous avez raison. Il y a un sujet aussi de taille, d'accord. Nous, on est groupe du CAC 40, donc on a à la fois un petit peu de ressources, et on s'est fait accompagner sur certaines phases. On a décidé, dans les deux sociétés, la première phase, elle est tellement critique et tellement stratégique qu'on peut pas la déléguer. Alors après, on peut se faire accompagner. Mais il y a un certain nombre d'entre vous même où le compte de résultat va même pas permettre de payer un consultant pour vous aider. Alors donc pas de panique non plus, puisque l'EFRAG qui est l'organisme qui a été mandaté pour définir cette norme, je peux vous dire, et notamment avec le MEDEF. Je pense que le président est parti, le président Martin est parti, mais le MEDEF fait un travail absolument considérable et la DFCG fait partie des commissions du MEDEF qui regarde notamment ce qu'il faut faire remonter au régulateur pour dire attendez, arrêtez là parce que là c'est juste monstrueux, on n'en peut plus. On accepte, moi je pense que cette norme elle est fondamentale et transformatrice. Maintenant, faut quand même adapter les sujets. Donc sur les PME, il va y avoir un pack de normes réduites. D'accord, qui va sortir, qui n'est pas encore sorti. Et l'EFRAG a une énorme pression, notamment des entrepreneurs comme nous et vous, pour dire donnez-nous des fiches pratiques pour développer le sujet. Et puis après, en effet, sur certains sujets un peu plus compliqués, il va falloir aller chercher de l'aide. Et si vous pouvez vous la payer, eh bien, il faut le faire. Et il y a un certain nombre d'acteurs, Caroline en a évoqué un certain nombre, qui sont pas là que pour vérifier, mais aussi pour préparer le travail. Donc voilà, c'est compliqué, il faut se former. Moi, ça fait 4 ans que je travaille les sujets RSE en tant que directrice financière en charge des achats. Bon, je commence à parler et de connaître les sujets, et on a beaucoup bossé. Si le DAF est tout seul à faire l'ARH, les SI, ce que vous décriviez, il faut vraiment trouver de l'aide. Et c'est un peu l'enjeu aussi de ce groupe RSE. Là, on souriait, mais on sent, nous, au niveau du bureau, on a une vraie responsabilité à vous aider à donner un cadrage et à vous donner des clés de lecture. Alors, on peut pas, on est une association de bénévoles, donc parfois c'est un peu compliqué, mais on s'attachera. On a vraiment un engagement vis-à-vis de vous là, qui est un peu seul par rapport à la montagne qu'il faut grimper. Prenez plutôt ça comme un escalier. Donc, vous prendrez les marches les unes après les autres, et nous, Sébastien qui anime un club de DAF de RSE, enfin de finances qui doivent se saisir de la RSE là un peu en urgence. Donc c'est un peu ce profil de société qui est juste au-dessus des seuils. Il y a l'effet de seuil qui est toujours assez paniquant, hein.
Quand on est à 260 alors que le seuil c'est 250, c'est vrai que on se dit bon là, c'est à moi de faire ça. On va essayer de créer cette dynamique entre nous pour nous aider tous à franchir les seuils. Et si vous pouvez trouver en effet un cabinet, il y en a qui commencent bon, il faudra les mettre en concurrence et puis partager les expériences. Que tout n'est, il y a un supermarché. Hein, je prends la parole, mais Caroline sera très lucide et loyale et transparente sur la dynamique des marchés. C'est un énorme marché, c'est un énorme business pour les conseils. D'accord ? Donc il y a des gens qui s'improvisent conseils en RSE et qui ne le sont pas. Par contre, en France, on a des gens, on a des partenaires, il y en a autour qui nous accompagnent ici, comme Hendrix ou comme d'autres, et T-Finance notamment, qui sont nativement depuis des années à travailler ces sujets-là et qui les travaillent dans l'ombre. Donc il y a vraiment un chemin, et puis après c'est solidarité, et puis le réseau, et la DFCG est là pour ça. On se disait aussi, IFRS, on a travaillé 15 ans pour y arriver, il y aura sans doute un regard un peu, enfin pas forcément accompagnant, enfin qui sera accompagnant, pardon, j'allais dire, pour des sociétés peut-être de taille plus petite. Moi, je suis dans la même situation que la vôtre. Bon, comme on le disait tout à l'heure, c'est aussi l'obligation de dire, pas forcément de faire. Et puis, il faut mieux faire petit et bien que d'essayer de tout brosser aussi, parce qu'autrement, je pense le vrai risque, c'est de se noyer et de ne rien faire. Oui, effectivement. Alors nous, on accompagne effectivement des ETI majoritairement. Il faut choisir ses batailles, pour le coup, quand on se fait accompagner. Je pense que le point clé aujourd'hui, c'est se former déjà, et 2, c'est la matrice de matérialité, de double matérialité, qui est quand même un grand changement en fait dans la manière dont on voit les choses, quand on appréhende les choses au sein de l'entreprise. Donc voilà, s'il faut regarder accompagnement, il faut vraiment déjà se focaliser là-dessus. Ensuite, sur la déclinaison des plans d'action, sur la mise en place des indicateurs, ça peut se faire dans le temps. Mais les 2 premiers points me paraissent assez clés pour démarrer. Et puis vos commissaires aux comptes aussi sont là pour vous aider. Ils ont une obligation de formation très importante, et je pense que pour les sociétés les plus petites et les moins armées, il y aura une collaboration. Alors ça sera toujours les injonctions un peu paradoxales. Il faut faire, faites au mieux, mais on va vous auditer juste derrière. Bon, donc, mais vous inquiétez pas, les grandes entreprises, on va se battre pour vous. Parce que nous, on n'aura pas le choix et on ne laissera aucune marge de manœuvre, vu ce que nous demandent les autorités de marché déjà aujourd'hui, avant la CSRD. Ça promet quelques discussions et dialogues nourris entre les autorités, les régulateurs et nos auditeurs. Mais bon, les IFRS, c'est bien digéré, il fallait bien un sujet nouveau. Y a-t-il une dernière question ? Il nous reste un tout petit peu de temps. Oui, bonjour. Je suis Dominique Mancard. Je représente le domaine RSE, parce que je suis le directeur RSE de Géopost, qui était... merci pour l'award du jour, by the way. Même si je ne me retrouve pas dans la même situation que le TIG, la personne qui a parlé avant, même pour les grands groupes, ça reste un énorme challenge. Ça remet tout en question, c'est une gouvernance à repenser, c'est tout à repenser globalement. Je me dis que c'est deux mondes qui doivent se rapprocher, même s'ils n'ont pas naturellement envie, ni peut-être des atomes crochus pour se parler. Il va falloir qu'on se parle entre la RSE et la finance. Il y a certaines qui l'ont déjà intégré, comme Bell. Nous, ce n'est pas encore le cas. Ma question, c'était plus sur le sujet matérialité. Autant le monde RSE, c'est évaluer la fameuse matérialité, l'analyse de matérialité. On sait comprendre l'impact et évaluer l'impact qu'on a sur nos parties prenantes. Du côté financier, je pense qu'il y a une expertise aussi sur le outside-in, l'évaluation de l'impact financier sur l'entreprise. Donc ces deux mondes devront se rassembler. Est-ce que la DFCG et d'autres entités, je sais que l'EFRAG travaille actuellement à clarifier les méthodologies d'évaluation de l'impact financier. Moi, en tant que RSE, je ne sais pas faire. Donc très clairement, j'ai besoin de l'expertise financière. Donc est-ce que vous, en tant que DFCG, aussi allez faciliter le travail pour les ETI, mais aussi pour les grands groupes? Voilà. Je ne sais pas si c'est challenging comme question, mais en tout cas, oui. Je voulais vous la poser. Soyons clairs, c'est challenging. On va faire des retours d'expérience. Ce qu'on s'engage, c'est d'essayer d'avoir quelques, en effet, les leaders et responsables de grandes entreprises ou de PME qui vont essayer de passer un petit peu de temps, en effet, pour formaliser, poser les questions, de trouver quelques réponses.
Donc on s'y engage. Le bureau du groupe RSE, c'est 5 personnes. On a beau se réunir tous les jeudis matins de 8h à 9h30. Après, on a un boulot. Et là, il est plutôt à 200% pour répondre au sujet que le reste. Donc, et on apprend. C'est-à-dire que, comme vous le disiez, les guidances en bon français de l'EFRAG sur l'applicabilité, elles sont encore en draft, elles ne sont pas définitives. Donc, et on va devoir appliquer donc une norme au 1er janvier 2024, alors qu'on n'a pas tous les éléments. Et moi, je ne sais toujours pas quelle est la tête vraiment de mon rapport de durabilité en fin d'année. Bon, pour l'instant, je suis concentrée sur le gap analysis, en tout cas en termes d'indicateurs, et d'essayer de collecter mes données manquantes et de surtout ne pas rater l'approche qui est je ne veux pas faire un reporting de conformité une fois par an, ça ne m'intéresse pas. Pourtant, je pourrais m'en contenter. Ce qui m'intéresse, c'est de créer un système de reporting qui va me permettre le pilotage et donc de passer de l'annuel à du trimestriel, de se fixer les bons objectifs sur pas 150 indicateurs, mais sur peut-être une trentaine. Aujourd'hui, nous, on a 9 objectifs avec des trajectoires sur le E, le S et le G publiés depuis déjà 2 ans ou 3 ans vis-à-vis du marché. Je pense que pour piloter la performance en interne, il faudra probablement suivre une trentaine d'indicateurs. Qui va me faire les prévisions? La modélisation de ma trajectoire carbone, je ne l'ai pas. Enfin, je veux dire, voilà, il faut se décontracter. Et pourtant, vous pouvez me dire, elle a l'air de savoir de quoi elle parle. Je sais ce que je veux et je sais où on doit aller. Comment on va y aller? On va y aller pas à pas, en allant sur les fondamentaux, au moins calculer le réel, et puis après, identifier les drivers, trouver des partenaires pour des plans d'action. Et puis tout ça va se mettre en place, je pense, en 2-3 ans. Et évidemment, ce qui nous importe, nous, au niveau de la DFCG, c'est de découper les morceaux et de vous donner quand même des guides ou de se poser les bonnes questions. Alors, je vais faire de la pub sur un travail qu'on a fait, je pense, qui était vraiment un des sujets de pierre angulaire là, pour commencer ce cycle CSRD. On a fait un webinar il y a... C'était quand? Début septembre? Oui, un mois ou deux, le temps passe vite. Il est en replay. On s'est attaché là, à la fois à vous présenter des éléments techniques, des éléments de seuil. Alors, ils ont un peu changé, puisque on a... Les seuils qui étaient de 20 et 40 millions avec l'inflation, il y a eu, notamment, c'est une demande de la France, de dire, attendez, il y a eu de l'inflation, donc vous remontez les seuils. Donc il y a un peu de mise à jour. Mais sur les démarches, on a essayé de faire vous montrer des exemples concrets de questionnement de comment on doit faire ça. Et puis on vous donne des conseils. Sébastien, là, pour les PME, a donné beaucoup de conseils, vous allez les retrouver. Il est en train de préparer un webinar aussi dans les mois qui viennent pour comment une PME doit se saisir de ces sujets. Donc oui, on est très attaché on va le faire avec les moyens du bord, la bonne volonté, l'intelligence collective qu'on a et que cette association offre. Maintenant, il faut qu'on ait aussi des gens qui nous rejoignent, qui prennent un peu de leadership pour formaliser ces sujets. Je fais encore un appel à bras et à tête et à bonne humeur, parce qu'en effet, à 5, là, on a du mal à lancer. On a fait beaucoup de choses structurantes qui ont été visibles ou moins visibles. On a essayé de créer un sens de la communauté, c'est-à-dire on y arrivera ensemble. C'est pas, on en discutait. L'idée, c'est pas de faire de ce sujet de la CSRD un avantage concurrentiel entre nous là. On est deux de la tech, on n'est pas sur les mêmes marchés. Mais non, là, il faut qu'on y aille ensemble pour le bien ultime qui est une meilleure planète et une meilleure résilience sociale pour nos enfants. Moi aussi, j'ai 2 filles qui m'ont demandé, bon, toi, t'es dirigeante, t'es directrice financière, qu'est-ce que tu auras fait dans ta carrière pour nous laisser une planète? Bon, et ça, c'était une discussion d'un dimanche midi il y a 3-4 ans. Bon, bah oui, j'ai un peu tilté et je me suis remise en question. On est décideurs quelque part, ou co-décideurs avec les dirigeants. Il faut aider à clarifier et accélérer le mouvement. Merci beaucoup. Je crois que nous devons rendre le micro. Merci à tous et bonne préparation de CSRD.